Alors on va tout de suite enchaîner avec Hélène Stès qui va nous parler de la façon de reconstruire une trajectoire. On va faire les questions après l'ensemble du panel, s'il vous plaît. Non, c'est plus... Donc Hélène Stès qui va nous parler de la façon de reconstruire une trajectoire de résistants, notamment à partir des sources privées, avec le cas d'Octave Simon, qui était un agent du SOI et membre du réseau Prosper, donc un réseau britannique, en 1943 et qui meurt à la fin de la guerre en 1944. Donc Hélène, 20 minutes. Alors là... Donc là, en 20 minutes, je vais vous présenter l'idée, enfin, l'objectif, c'est de vous présenter une expérience pédagogique qu'on avait travaillé avec des élèves de collège à la Courneuve. C'était un travail qui avait été mené sur 1 an dans le cadre d'un CAC, un culture et art au collège, avec une grosse prise en charge et une précieuse prise en charge du conseil départemental. Il s'agit bien sûr pas de rentrer dans cette séquence, dans ce travail qui avait vraiment duré 1 année autour de la résistance, mais de vous présenter aussi le fonds d'archives sur lequel nous avons imaginé et construit cette séquence avec un fonds d'archives qui est issu du service historique de la Défense à Vincennes. Donc, ici est présente la professeure détachée de ce centre d'archives dans lequel, bien sûr, vous pouvez venir et également entrer en contact donc, avec Farida Gillot qui est ici. Alors, en fait, je travaillais avec la Maison des écrivains et de la littérature. Je ne sais pas si vous connaissez cette maison qui est très précieuse, qui est dans le 16e arrondissement à Paris et qui met en contact les enseignants avec des écrivains, avec lesquels des écrivains qui viennent dans les classes et qui peuvent mener soit des ateliers d'écriture, alors ça a un coût, ou des interventions autour d'ouvrages. Et on travaillait également avec les archives nationales, mais en tout cas, c'est avec le SHD vers lequel je me suis penchée. Donc, nous cherchions donc, l'idée, c'est de trouver un fonds d'archives privées sur lequel travailler en classe pour produire un récit, pour produire une histoire. Alors, fictionnelle ou pas. Après, chacun est libre de travailler avec le professeur de lettres, d'histoire, et peut-être le professeur documentaliste également, avec l'angle que vous souhaitez. Mais ce fonds d'archives existe au service historique de la Défense et nous en avons fait une sélection qui est en ligne, de telle sorte que vous pouvez vous travailler avec ces archives. Je vais vous montrer donc comment les retrouver sur le musée de la Résistance en ligne. Mais avant cela, il nous semblait important de trouver un ouvrage qui parle de la résistance, un roman en l'occurrence, en tout cas une œuvre fictionnelle ou pas. Alors, c'est pas vraiment un roman puisque c'est le trajet de la grand-tante de Françoise Henry, qui est membre de la Maison des écrivains et de la littérature et qui a travaillé, donc ça c'est sa biographie, vous pouvez retrouver sur le site de la MEL, la Maison des écrivains et de la littérature, si vous cherchez un auteur d'ailleurs, oui, il y a une myriade d'auteurs vers lesquels vous pouvez bien sûr aller, qui peuvent travailler avec vous dans vos classes. Et j'ai découvert donc ce livre plusieurs mois d'avril de Françoise Henry, édité chez Gallimard en 2011, qui avait pour moi une qualité immense. Françoise Henry donc a une grand-tante qui lui a légué de maigres archives qui montraient le parcours de son grand-oncle, donc du mari de la grand-tante, disparu en Allemagne, résistant cheminot, déporté et mort en Allemagne. Et elle lui a légué, la grand-tante, lui a légué ses archives. Donc elle avait ces maigres, parce qu'on lui disait c'est toi qui vas écrire, c'est toi qui vas écrire le roman, c'est toi qui vas écrire l'histoire du grand-oncle. Alors elle s'y est attelée et elle a fait un livre extrêmement intéressant qui est à la fois poétique, mais aussi on est sur les traces. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur ne se projette pas dans le personnage de la victime. C'est une tierce personne, c'est-à-dire cette même grand-tante qui va chercher les traces du grand-oncle. Et elle va chercher les traces de son mari, amoureusement, certes, obsessionnellement aussi, toute sa vie. Elle prendra le train pour aller en Allemagne, pour aller là où elle peut retrouver des traces qu'elle ne retrouvera bien sûr pas. Mais on est dans ce travail d'enquête, de ce travail de recherche. Et c'est ce qui nous intéressait, c'est cette tierce personne et cette démarche d'enquête. Comment on peut aller à la rencontre et à la recherche de quelqu'un de disparu.
Françoise Henry donc a travaillé avec ses archives. Elle peut en classe les présenter. D'ailleurs, elle s'y entend très très bien. Elle a travaillé toute l'année avec une classe de la Courneuve de 3e et ça s'est vraiment excellemment bien passé. Donc son travail, vous verrez si vous découvrez son livre, il est extrêmement disponible pour les élèves de 3e et pour les élèves de lycée bien sûr, à la fois poétique. Elle est beaucoup sur l'objet aussi, ce passage où elle dit maintenant il faut que tu ranges ce rasoir, parce que le grand-oncle il a été arrêté, c'est un cheminot, arrêté chez lui, il était en train de se raser, il avait juste eu le temps de mettre visiblement un peu de crème à raser sur sa joue de gauche et la joue droite, et l'une et l'autre n'étaient pas rasées, et elle n'a jamais pendant des années elle a laissé ce rasoir. Donc on est vraiment sur l'objet et sur ces histoires que l'on raconte ou que l'on ne raconte pas en famille aussi, donc ça peut autour des fonds privés, c'est quelque chose qui peut nous intéresser. Alors je vais partir maintenant. Alors juste une chose, c'est que la Fondation de la Résistance a une autre vocation, c'est aussi d'essayer de sauver les archives de la Seconde Guerre mondiale, l'archive de la résistance et de la déportation. Je vous ai mis dans les dossiers jaunes justement ce petit livret. N'hésitez pas à le diffuser, n'hésitez pas à le regarder. La moindre lettre peut être intéressante, le moindre objet, un brassard également, tout est à sauver. Souvent on se dit oh non mais c'est trois papiers pelures, mais non. Alors l'intérêt c'est que la Fondation de la Résistance est un interface. Vous pouvez bien sûr nous contacter. En l'occurrence c'est Franz Malassi qui s'occupe de ce sujet. Et ensuite, la Fondation de la Résistance elle-même ne garde pas d'archives, mais met en relation l'ayant droit avec le service historique de la Défense, avec les archives nationales, avec des archives départementales. L'idée, c'est de donner du conseil. Voilà, donc si vous êtes vous-même, ou si vous entendez des élèves qui ont des archives et qui ne savent pas bien quoi en faire, eh bien gardez ce petit livret, demandez-nous-en également, on peut vous en donner par ailleurs. Alors je vais passer maintenant au fond d'archives pour vous quand même rentrer dans le vif aussi du sujet. Alors ici je suis sur le musée de la Résistance en ligne, qui est un département de la Fondation de la Résistance, qui est dirigé par Fabrice Bourré, qui est présent et que vous verrez tout à l'heure. Musée sur lequel vous pouvez trouver plus de 40 expositions virtuelles sur la Résistance, des milliers de médias, et puis une application lieu de mémoire que vous verrez tout à l'heure. Vous avez donc ici l'espace pédagogique, CNRD. Donc je vais cliquer sur l'espace pédagogique. Je vais vous montrer donc comment trouver ce fonds d'archives et après, bien sûr, je vous le présente. Dans cet espace pédagogique, plusieurs pavés. Le concours national de la résistance et de la déportation. Vous trouverez toutes les archives qui vous seront utiles. Le dossier thématique de la lettre de la Fondation de la Résistance qui est à votre disposition dans le couloir. N'hésitez pas à vous en servir. Elles vous sont bien sûr offertes aujourd'hui. Des ressources de la communauté éducative et puis des exploitations pédagogiques des expositions du musée en ligne. Alors là, je vais dans les ressources de la communauté éducative. Je vais ici dans ce pavé enseigner la résistance. Et là, j'ai un certain nombre de services éducatifs des musées, d'archives départementales qui nous proposent également leur transposition pédagogique ou leur travail. Et je vais donc aller chercher Octave Simon, sélection d'archives. Voilà. Donc Françoise Henry a travaillé sur son grand-oncle. Mais elle a des archives, mais il n'est pas question de travailler sur les mêmes archives avec les élèves. Sinon, ils ont l'impression que c'est déjà écrit, donc c'est pas la peine d'écrire. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un fonds d'archives où il y ait une enquête, où quelqu'un disparaisse. Et là, c'est un résistant qui s'appelle donc Octave Simon. Je vais vous présenter ici. Donc on a fait une sélection d'archives. Ici, vous le voyez peut-être pas très bien, mais je vous montrerai plus précisément. On a fait une sélection d'archives que je vais donc vous présenter tout de suite. Alors, Octave Simon donc, est un résistant. Il a été déporté, il est disparu en Allemagne, et sa sœur va mener une enquête pendant des années pour essayer de trouver des traces. Donc on est vraiment sur le même format que le livre. C'est-à-dire qu'on peut mêler histoire et littérature, dans la mesure où on a le livre de Françoise Henry, et on a aussi ce fonds d'archives qui permet de travailler d'une autre manière, ou de la même manière, avec cet Octave Simon. Alors Octave Simon, qui est-ce? D'abord, je vais vous présenter son portrait. Alors on peut voir ici, en ressources, soit le format PDF. Il y a 30 pages, ou 27 pages en tout cas, d'archives sur lesquelles vous pouvez travailler, donc format PDF. On a également une possibilité de voir les archives, alors pas toutes, parce qu'elles n'étaient pas trop lisibles, mais sous format album.
Ça peut être pas mal aussi en classe. Et puis, vous verrez d'autres médias. Alors, voici Octave Simon, donc en uniforme. Octave Simon, il est né en 1914. Il est né le 10 avril 14, orphelin de père dès 14. Donc, il n'a pas connu son père, un père tué au combat, issu du meilleur milieu social. Vous allez le voir par notamment son accoutrement. Il entre à l'école des Beaux-Arts de Paris à l'âge de 17 ans. Donc, c'est un sculpteur qui en fait son métier, qui réalise des sculptures sur commande. Il a une particularité, c'est qu'il est germanophile, passionné de l'Allemagne, passionné des liens justement culturels avec l'Allemagne, mais il s'en éloigne quand le nazisme s'installe en Allemagne. Alors, on va découvrir donc son parcours, mais on sait dans le fond très peu de choses de son parcours de résistance. Ce qu'on va découvrir, c'est surtout l'après. C'est quand la sœur fait l'enquête. Qu'est-ce qui va sortir de l'enquête de la sœur? Donc là, on a Octave Simon en uniforme. Octave Simon, chez lui, 265 boulevard Arago, dans Paris 14e, qui vient de se marier en 1940 et qui pose dans sa maison-atelier. Alors vous remarquez sa femme, bien sûr, mais aussi une sculpture qui est en fait une sculpture dédiée à l'amitié franco-allemande, dédiée à Guillaume Fichet, qui a travaillé avec des imprimeurs ouvriers allemands au XVe siècle pour construire cette imprimerie non loin de la Sorbonne, donc au XVe, et donc il travaillait là-dessus sur les liens franco-allemands. Donc vous voyez encore une fois sa maison atelier avec ce couple fraîchement marié. Autre photo de famille, avant que l'enfant naisse, en 1942, Ghislaine. Vous remarquez que Octave Simon porte des bottes de cavalier, c'est un hussard de réserve, qu'il en est fier, puisqu'il pose aussi devant ses sabres. Et ça, c'est important aussi, même dans l'imaginaire des élèves, mais pas seulement, parce que Octave Simon était vraiment habillé comme ça tout le temps. Et quand il portait une radio dans le métro, et que c'était très très dangereux de porter une radio dans le métro, il était avec ses bottes de cheval. Et il considérait que d'être un peu original, à Paris en 1940, parce que dans le fond, on regardait pas ce qu'il y avait dans votre valise. Et ça, des témoins le racontent en disant mais il avait peur, il avait toutes les audaces et il se fichait complètement de ce qu'on pouvait penser de lui. En tout cas, il se promenait tout le temps comme ça. Il faut l'imaginer aussi. Et puis, une photo très intéressante de son agenda. On est en 1941. Tout ce qu'il marque, c'est Sceaux atelier, Sceaux charbon. Donc là, on est vraiment dans la vie quotidienne. C'est quelqu'un qui bridge, c'est quelqu'un qui va au concert, c'est quelqu'un qui est un mari, un époux, qui a ses soirées, qui n'est pas du tout dans la clandestinité, qui cherche le contact entre 40 et 41. Un des témoignages dit qu'il aurait aidé des alliés, des aviateurs alliés, un peu en difficulté sur le territoire. En tout cas, il cherche le contact, ça c'est certain. Et donc on voit aussi la difficulté, la pénurie, le froid dans l'atelier, il faut bien chauffer. Au charbon aussi, l'endroit où il travaille. Il continue d'être sculpteur, bien sûr. Il continue d'être sculpteur, mais c'est la dernière lettre ici qu'il écrit à sa femme. Il va partir. Il va partir pour Londres. On sait qu'il s'en va à Londres. Il est grillé. Alors il est grillé, ça veut dire qu'il a fait des actions de résistance. Sauf qu'on n'a pas de documents sur ces actions de résistance, mais on va les découvrir en creux. Et là, il décrit à la gare Montparnasse une lettre à sa femme qu'il ne reverra jamais. On est en 1943. Il écrit « Mon petit chéri ». Elle est très, très, très intéressante, cette lettre. « Je pars sans vous attendre, pensant qu'un peu de retard risquerait de me perdre. En vous quittant, je veux que vous sachiez que je pars avec mon amour des premiers jours intact et une estime grandie. Pour vous, grandi. Je vous savais ce que vous êtes, mais rien ne vaut l'épreuve pour révéler les caractères. Je vous aime tendrement, à bientôt. » Et il fait un petit mot pour le bébé qui est né en 1942. On est donc à la gare Montparnasse en août 1943. Il doit rejoindre un terrain d'atterrissage où il est attendu par les services secrets anglais qui l'attendent, puisque de toute façon il ne peut plus travailler en tant que résistant. La Gestapo est à ses trousses. On le sait, on va le savoir après ça, évidemment, dans les archives qui suivent. Voici Octave Simon première photo quand il arrive à Londres. Elle est très intéressante et pour les élèves, elle l'a été parce qu'on voit on voit l'épreuve sur son visage. La fatigue immense, il est beaucoup moins fringant qu'en 1940 dans sa maison atelier. Donc il arrive, vous savez, quand un agent des services secrets arrive à Londres, il est bien sûr interrogé longuement pour savoir s'il n'est pas un agent double. Voilà, donc ça c'est l'arrivée en 1943. Autre document,
Enfin, une photo qu'on met sur un meuble ou qu'on met sur un buffet, ça c'est une photo, alors là il va mieux, il s'est reposé, visiblement. Il a un uniforme anglais, donc il s'est engagé auprès des Britanniques pour lutter contre l'Allemagne. Voilà, c'est intéressant parce que c'est un objet du quotidien. Donc il y a des élèves qui ont travaillé sur cet objet. Il a bien sûr été renvoyé à la famille quand on n'a plus de nouvelles d'Octave Simon et qu'il était clair qu'on n'en aurait plus. Les objets à Londres ont été renvoyés dans une valise à la famille. Donc ça fait partie des archives du service historique de la Défense. Et à ce moment-là, Octave Simon, donc, ce que l'on sait de lui, c'est qu'il est arrivé à Londres, mais avant d'arriver à Londres, il s'occupait d'homologuer en fait des terrains de parachutage. Il cherchait des terrains de parachutage pour que les Anglais et la France libre aussi, mais surtout les Anglais pour lui, puisqu'il était un agent qui travaillait pour l'Angleterre, un agent français qui travaillait pour l'Angleterre. Il cherchait donc des terrains de parachutage. Il en trouvait dans la Sarthe, et c'était le lieu où on lui avait demandé de travailler. Il travaillait pour le réseau, un sous-réseau qui s'appelait Satiriste, qui dépendait du réseau Prosper. Il est grillé, il doit partir. Il demande à Londres à revenir en France. On lui dit non, c'est trop dangereux, vous êtes quelqu'un de dangereux, même pour le réseau. Il insiste, visiblement, il parvient à convaincre le chef du réseau Prosper, et il est parachuté à nouveau en 1944 avec son radio, mais sur le terrain de parachutage, la police allemande l'attend. Visiblement, ils ont été prévenus. Il est arrêté immédiatement, en tout cas à l'endroit où il arrive. Il part, donc on l'envoie à Paris, dans les geôles de la Gestapo. Il est place des États-Unis à Paris, et il est déporté. Et après, on ne sait plus. On ne sait plus du tout où il part, et on n'a plus aucune trace de lui. Alors allons voir justement l'enquête que la sœur a menée et les documents qu'elle a reçus et qu'elle a compilés dans un dossier. Juste, je termine. Sachez aussi que sa mère et sa femme vont être déportées à Ravensbrück, parce qu'il y a aussi une répression contre la famille. Elles vont toutes deux rentrer. La fille, Ghislaine, est cachée et elle survivra. Alors, document, ici, la Croix-Rouge qui dit qu'ils vont commencer à chercher, puisqu'on leur demande de chercher. Ils vont se mettre en quête de recherche, de chercher. D'autres documents que vous découvrirez, Londres, les affaires qui disent on vous renvoie les affaires personnelles de votre mari ou de votre frère. Autre témoignage qui dit ça a été un résistant important, il a fait telle et telle action. Un document qui explique à quoi ressemble Octave Simon, c'est-à-dire il a les yeux de telle couleur, etc., pour qu'on le recherche en Allemagne. Il a une cicatrice en bas du dos, il a une cicatrice appendicite. Donc là aussi, pour les élèves, c'est intéressant autour du corps et de la recherche de l'unicité du corps. Autre témoignage de ce qu'il a fait durant ses actions de résistance. Beaucoup de témoignages de lettres écrites par des compagnons aussi de combat. Et notamment un qui dessine la prison à Paris de la Gestapo et qui dit voilà, on était là. Moi, j'étais la cellule B, votre frère était à A' et on s'est parlé. Et je voulais m'évader, alors il m'a expliqué comment me promener dans Paris et quelle rue prendre. Sauf que lui, Octave Simon, était visiblement torturé, en très grande difficulté dans sa cellule, mais il a réussi à expliquer. Voilà, on voit aussi la communication. Juste une anecdote. À la Courneuve, on avait un élève qui ne rentrait pas tellement dans le projet. Et puis, quand il a vu ça, il a dit « Oh, mais mon frère est à Fleury-Mérogis, je vais le faire sortir de prison. » Et il s'est emparé de ce document et il est rentré complètement dans le projet. Vous voyez, c'est complètement incertain, mais je ne dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, mais ça peut être aussi le fruit du hasard. Et je trouvais ça extrêmement touchant aussi. Et ce garçon a suivi le projet ensuite toute l'année. Peut-être pas à cause de ça que quand même. Bon, les archives qui se multiplient. Et puis, un dernier témoignage d'un radiesthésiste, parce que la sœur, pendant 10 ans, va chercher. Elle va demander à un radiesthésiste, il est où, Octave Simon ? Et radiesthésiste, c'est très important, lui dit, il est en URSS, je le vois, avec une blonde. Ah, vous le verrez, c'est sur il a un enfant, il y a de la vie. C'est pour cette sortie de guerre aussi, pour ceux qui restent, comment on fait sans la trace, comment on fait sans le corps. Et voilà, on lui dit, bah si, il est toujours vivant, il respire encore. Et donc ça, elle l'a gardé, ça fait partie du fonds d'archives. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement humain et d'extrêmement intéressant.
Ensuite, il est déclaré mort pour la France en 1954. C'est important, et notamment pour la veuve qui doit recevoir la pension, bien sûr, de veuve, mais aussi le droit de se remarier. Ça fait 10 ans qu'il est parti. 2 minutes. Juste une dernière chose, donc Ghislaine, à la mort de la sœur d'Octave Simon, Ghislaine va reprendre un petit peu l'enquête, même si elles sont moins obsessionnelles sans doute. Celui qui nous a donné, qui a donné au service historique de la défense d'ailleurs ce fonds, c'est le mari de Ghislaine. Même Ghislaine étant décédée, c'est son mari qui a donné, sur les conseils de Frantz Malassis, au SHD, ce fonds d'archives. Et puis, ce qui reste quand même de ce grand artiste, ce sont ses dessins, ses sculptures. Et Ghislaine va faire ériger la statue, vous savez, qui était dans l'atelier du 265 boulevard Arago. Elle va les faire ériger à la cité universitaire. Vous avez une sculpture de Guillaume Fichet à la cité universitaire à Paris et la même à Mayence, pour avoir ces liens d'amitié franco-allemande. Vous voyez, jusqu'au bout, la sœur, en tout cas la fille, a été dans l'héritage de ce père. Alors, juste pour vous montrer aussi un petit peu, donc on a des médias qui sont liés, avec une professeure des Archives nationales, qui aujourd'hui n'est plus Archives nationales. On a fait des pistes d'écriture, on a donné 6 thèmes. Si ça vous intéresse d'entrer dedans, c'est à vous, vous en faites ce que vous voulez, vous triturez, vous effacez ce que vous voulez, encore une fois. Et puis on a des expositions liées. Alors cette exposition, c'est notamment une formation que nous menons avec la Fondation de la Résistance et l'Archives nationales et la Maison des écrivains et de la littérature. Si vous êtes dans l'Académie de Versailles, je vous invite à vous y inscrire. La conférence de Laurent Douzou y est aussi importante et elle a été filmée. Alors là, c'est une conférence intégrale qui dure près de 2h30. Si vous voulez revenir vers ce qu'a dit Laurent Douzou, sachez que c'est sur le musée de la Résistance en ligne, et puis également une conférence sur la poésie engagée, si ça vous intéresse aussi de travailler sur ces éléments en lettres ou en histoire. L'idée de cette formation, c'est de faire travailler ça, c'est de proposer aux collègues de travailler en histoire et en lettres autour des textes littéraires, pour faire de l'histoire et des lettres. Voilà. Merci. Je vous remercie beaucoup.